Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'histoire du cimetière milicien présent au Grand Bornand. Alors vous vous demandez peut-être quel intérêt de faire une vidéo sur un cimetière et en quoi cela nous concerne. Eh bien je me suis posé la même question quand j'ai découvert l'existence de ce cimetière il y a quelques mois. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de Savoisiens, moi le premier, méconnaissent ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans la région. Alors en général, ce qu'on sait, c'est que le plateau des Glières a été un foyer important de la résistance en France. Et aussi que la Haute-Savoie a été le seul département français à se libérer sans l'aide des Alliés. En revanche, on méconnaît souvent la mise en place de la milice dans le département ainsi que les exactions qu'elle a commises. L'épuration qui a eu lieu à la fin de la guerre est elle aussi oubliée par beaucoup d'entre nous. Pour rappel, l'épuration désigne l'ensemble des mesures prises après la libération contre les personnes ayant collaboré avec les autorités d'occupation. L'épuration peut être sauvage, il s'agit ici de vengeance pure et simple, s'affranchissant de la justice. Mais très vite, l'État républicain a garanti l'épuration légale qui s'appuie sur des lois et des jugements. On verra que la qualification de l'épuration en Haute-Savoie fait encore débat aujourd'hui. Car oui, épuration il y a eu, dans le département, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les mesures qui ont été prises ont été sévères. En témoigne l'existence du cimetière que nous allons étudier aujourd'hui. Mais alors pourquoi l'épuration a été aussi violente en Haute-Savoie? Comment le cimetière des miliciens est-il devenu le symbole de cette période? Et pourquoi son existence divise toujours autant la population? Pour commencer à répondre à cette longue question, il est indispensable de se replonger dans une période douloureuse de la France, l'occupation. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. La France est battue et occupée par l'Allemagne nazie, avec qui le régime de Vichy collabore progressivement. Dès la fin de l'été 40, la Légion des combattants, une organisation regroupant l'ensemble des associations d'anciens combattants, est créée. Elle vise à assurer une légitimité au régime vichiste et à Pétain. L'organisation recrute facilement en Haute-Savoie, la population étant, on va pas se mentir, majoritairement pétainiste, comme dans l'ensemble de la France finalement. En septembre 1941, c'est près de 80% de la ville d'Annecy qui accueille le maréchal par exemple. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils sont tous des collaborateurs, loin de là. À ce moment-là, les Français font confiance à Pétain, héros de la guerre 14-18, pour redresser la France et faire face à l'Allemagne après la débâcle de l'armée quelques mois auparavant. À partir du printemps 1941, on assiste à une reprise en main du gouvernement Pétain-Laval et la Légion des combattants devient le SOL, le service d'ordre de la Légion. La mission de l'organisation est désormais plus politique car elle doit appuyer la révolution nationale, ce projet du gouvernement pour instaurer un État national autoritaire, hiérarchique et social dans le pays. Cette organisation deviendra l'antichambre de la milice française qui, elle, voit le jour le 31 janvier 1943. Pour son secrétaire général, Joseph Darnand, la milice est l'instrument principal du redressement moral, intellectuel, social et politique du pays. En réalité, elle est d'une part une force de propagande et d'autre part, elle est utilisée pour pourchasser ceux qui sont alors appelés les terroristes, à savoir les résistants et les opposants comme les communistes. Ce n'est donc plus un hasard en 1943 de faire partie de la milice, car cela fait déjà quelques mois que la politique du régime de Vichy est franchement collaborationniste, antisémite et répressive. Les miliciens soutiennent en général un redressement idéologique de la France, guidé par la foi chrétienne, et sont farouchement opposés à ce qu'ils appellent l'anti-France, les communistes, les résistants, les juifs, etc. Toutefois, ils ne sont pas tous armés, comme on peut le penser. Seule une minorité, appelée les francs-gardes, l'est véritablement. Je suis historien, agrégé d'histoire, et puis je travaille depuis 40 ans sur l'histoire de la Haute-Savoie pendant la guerre, la dernière guerre mondiale. Donc le 31 janvier 1943, le gouvernement de Vichy crée la milice. Ces miliciens, c'est une formation un peu à la fois militaire, policière, politique. En général, ces miliciens sont farouchement anticommunistes.
ils sont farouchement anti-socialistes, antidémocratiques, enfin bon, peu importe tout ce qu'on peut leur mettre sur le dos, mais c'est surtout des gens à qui on a donné les pleins pouvoirs de mort, au fond. Ils n'étaient pas tous armés, ils étaient, enfin, je parle des francs-gardes, hein, parce qu'il y a deux types de miliciens. Il y a les sédentaires qui habitaient dans les villages, à qui on a d'ailleurs donné très facilement le téléphone et qui surveillaient la population au fond. Hein. Et puis il y a eu les francs-gardes. Si la France n'a plus d'armée ni de marine, elle a désormais sa milice. En Haute-Savoie, son siège est situé avenue des Marquisats à Annecy, dans une villa qui n'existe plus aujourd'hui. Dans le département, la milice va commettre de nombreuses exactions menant à la guerre civile. À partir de septembre 1943, les nazis occupent la Haute-Savoie et les miliciens se révèlent de précieux collaborateurs leur permettant de pourchasser efficacement les réfractaires au STO, ce service de travail obligatoire qui oblige les jeunes garçons à aller travailler en Allemagne, les résistants et les juifs. Puisque les miliciens connaissent très bien la région et ses habitants, ils fournissent des informations essentielles aux Allemands. Plus qu'une force de renseignement, nous allons voir que la milice est elle aussi à l'origine de nombreuses exactions. Le responsable de la propagande annécienne, Lucien Boiret, dit d'ailleurs ces mots qui font froid dans le dos: « Nous savons que 90% de la population est contre nous, mais nous les supprimons. » Pour schématiser, les miliciens en Haute-Savoie fournissent des renseignements, raflent, exécutent sommairement, arrêtent des opposants pour la Gestapo, torturent. Voici quelques exemples. Une belle palme qui tenait les chevaux, là, les petits bourreaux qui le dimanche travaillaient aux billes, qui avait été arrêté parce qu'il avait dit un jour à la gare à un cheminot: « T'as besoin que De Gaulle vienne par là, toi, pour te remuer, t'as besoin de ça. » C'est tout ce qu'il a dit. Mais il est mort avec un oiseau. Un autre cas, on avait pris un arrêté d'internement pour un monsieur, un agriculteur de Passy, parce qu'il avait appelé son bouc Pétain. On l'a interné pour ça. Vous voyez un peu. Un jour, nous avons été arrêtés, mon mari le matin et moi l'après-midi. C'était quel jour, ça? C'était le 13 mars 1944. Vous en souvenez bien? Ah oui, absolument. C'est froid, il y avait de la neige et on nous a emmenés sur le bateau France, qui était à quai. Nous étions serrés comme des sardines et pour dormir, il fallait se coucher sous les pieds des camarades. Alors à tour de rôle, on se couchait par terre. Nous n'avions pas de couverture, évidemment, il faisait froid. Et là, j'ai pris froid. Et j'ai été malade. On ne nous apportait ni à manger, il n'y avait absolument aucun ravitaillement. Mais ce qui était merveilleux, vraiment c'était merveilleux et réconfortant, c'était de voir toute la ville sur le quai. Tous les placards se sont ouverts, tout le monde nous apportait ce qu'il avait de mieux chez lui. Et la situation s'empire dans les derniers mois de la guerre, lorsque Darnand, secrétaire général de la milice française, prend les pleins pouvoirs. Les miliciens ont alors les mains libres et les exactions se multiplient. D'autant plus que l'état de siège est décrété dans le département de la Haute-Savoie du 31 janvier au 5 mai 1944, à la suite de nombreux attentats commis par les résistants, dont l'enlèvement de 17 policiers au café Minot de La Roche-sur-Foron, ainsi que dans d'autres cafés du coin, policiers qui seront ensuite exécutés, faute d'avoir trouvé un accord dans l'opération d'échange que les résistants tentaient d'établir avec la milice. Car oui, la lutte contre la France bichiste et sa milice prend de l'ampleur et la réponse des résistants est elle aussi violente. Face au climat de terreur mis en place par les miliciens, la résistance s'établit dans le département. Les résistants luttent pour un retour à une France comme grand pays libre. Ils répondent avec force à l'autorité milicienne, de telle sorte que la Haute-Savoie est en proie à une guerre civile. Dès que des miliciens assassinent des résistants ou l'inverse, c'est l'escalade. Par exemple, pour venger l'exécution de 71 résistants tués quelques jours plus tôt, ces derniers assassinent Gaston Jacquemin, le chef de la milice du département. Les miliciens se vengent à leur tour, notamment avec la venue de la milice lyonnaise, connue pour ses atrocités, qui fusille en pleine ville d'Annecy 4 personnes et fait plusieurs blessés, la plupart des victimes étant juifs. Ce sont des gens à qui on a donné finalement le droit de tuer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face, aux jeunes résistants, on leur a donné le même droit. Résultat, ça s'appelle la guerre civile. Ainsi,
Alors que la libération approche, les résistants ainsi que la majorité de la population savoyarde, qui ont pendant de trop longs mois subi les exactions de la milice, réclament que justice soit faite, que les miliciens soient punis sévèrement pour leurs crimes. Au cours de l'été 1944, l'étau se resserre autour de l'occupant nazi et du régime de Vichy. Sans l'aide des Alliés, les résistants haut-savoyards se sont défaits de l'ennemi au terme d'âpres combats au niveau du plateau des Glières. Vient pour les miliciens l'heure de rendre des comptes et pour l'épuration de commencer. Nous allons maintenant aborder le jugement des miliciens qui, vous allez voir, a été exécutif, mais pas moins légal. Cela passe tout d'abord par leur reddition le 18 août 1944. Depuis le début de l'été 1944, le dénommé Quinault, de son vrai nom Édouard Pécou, qui est un des chefs de l'AS du département, est emprisonné par les miliciens dans la prison des Marquisats. Mais ce 18 août, le chef de centaine de la milice, Jacques Chambaz, change d'attitude à son égard, le laissant discuter avec lui. La défaite approche et il est important pour ce milicien de s'assurer de la survie des familles des miliciens après la fin de la guerre. Il laisse alors 2 heures de liberté à Quinault pour qu'il aille informer ses chefs de cette requête. À son retour à la prison, Quinault affirme à Chambaz que cette requête a été acceptée à condition que les résistants emprisonnés soient libérés. Après une longue négociation, Chambaz accepte et donne les clés de la prison à Quinault. Voici la réaction de ce dernier. Je vous laisse le soin de juger de ma joie. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Dans la nuit suivante, les chefs de la milice et de la résistance haut-savoyarde se rencontrent. Les miliciens, inquiets pour leur vie, demandent ce qu'il va leur arriver. On les rassure en leur garantissant un statut de prisonnier jusqu'à leur jugement et donc une protection. Eux nous jugeaient dans la légalité, il en sera de même, dira Quinault. Si les chefs de la milice acceptent facilement ces conditions, convaincre l'ensemble des francs-gardes, ces miliciens armés, nécessite un discours de Quinault. Et à 5 h du matin, les chefs des 2 camps se réunissent à nouveau. Le chef de la milice haut-savoyarde, depuis l'assassinat de Jacquemin par des résistants, Barbaroux, dit simplement « c'est fait », avant que Chambaz ajoute « nous sommes vos prisonniers ». Le jugement n'a pas lieu à Annecy, comme nous explique Michel Germain. Il fallait les emmener le plus loin possible dans un endroit où on pouvait les protéger et les garder. Alors pourquoi au Grand Bornand? Parce que là-haut, il y avait une grande salle des fêtes, qui n'existe plus malheureusement. Il y avait surtout l'impossibilité de les garder à Annecy, parce que s'ils les avaient gardés ici, les populations les auraient, employons-les un chat, les auraient massacrés, ces miliciens. Dès leur reddition, les miliciens sont donc déplacés au Grand Bornand. Sur le chemin, la foule, déjà avertie, afflue et est violente envers le convoi. Plus le convoi avance, plus l'atmosphère est tendue, que ce soit entre les miliciens et les maquisards, 2 miliciens étant tués par le maquisard censé les garder, et un milicien mal fouillé parvenant à se donner la mort grâce à son arme, ou bien avec la foule. Les populations réclament en effet que justice soit faite après ces années de terreur, mais avec une telle violence que les résistants sont obligés de tirer en l'air pour disperser la foule lorsque le convoi passe à Faverges. À ce moment-là, c'est la douche froide pour les miliciens qui pensaient être traités comme des prisonniers de guerre et sont en fait traités comme des bandits, selon les mots de Chambaz. Et ces derniers découvrent également la haine que la plupart des Hauts-Savoyards ont à leur égard. Le convoi arrive enfin au Grand Bornand. Ici, les miliciens seront jugés légalement, malgré la réticence de certains résistants, comme le chef des francs-tireurs partisans. À l'occasion d'une cour martiale, inspirée des instructions du gouvernement de la Force française libre, les fameux FFF de De Gaulle exilé à Alger, qui préconisent des interrogatoires, un procès suivi de peine de mort. Dans l'attente de leur procès, les miliciens reçoivent la visite d'un prêtre, autorisé à les laisser se confesser, ainsi que de quelques résistants désireux de se venger et qui n'hésitent pas à les torturer. Pendant ce temps, le procès s'organise. C'est Jean Commet, un professionnel de la justice, qui est chargé de l'organiser. On lui demande de faire vite, car le climat est de plus en plus violent devant la salle paroissiale enfermant les miliciens. Et on craint même un lynchage de la population. Ainsi, 97 procès-verbaux sont rédigés par 3 inspecteurs en seulement une journée.
Et les 5 juges de cette cour martiale, qui sont des cadres de la résistance aux Savoyardes, sont formés en vitesse par Jean Commet. On institue ensuite une échelle de responsabilité allant du fait d'adhérer volontairement à la milice au rapport volontaire avec la Gestapo. Et il est décidé que pour tous les miliciens reconnus coupables, la peine de mort soit requise, afin d'éviter que le jugement soit trop long et parce que l'emprisonnement est alors quasiment impossible. Après cette formation, le procès peut débuter. Tour à tour, les miliciens défilent devant la salle. À chaque fois, on leur pose des questions du type « Pourquoi avoir adhéré à la milice ? Pourquoi avoir pris les armes à ce moment précis ?» Ensuite, le commissaire donne son jugement avant que l'avocat ait 5 minutes pour plaider. Après une longue journée, le procès se termine enfin vers 4 h du matin. On laisse encore aux avocats 1h30 pour plaider, puis les juges délibèrent un instant et reviennent pour déclarer coupables du crime de trahison 76 miliciens, pour qui la peine de mort est requise. Les 21 autres détenus seront libérés sur le champ. La décision est considérée par certains dans la salle arbitraire. Pour des résistants, qui la jugent pas assez sévère pour tous, et pour des familles de miliciens, qui ne comprennent pas pourquoi un tel va être exécuté et pas un autre. Les 76 miliciens jugés coupables peuvent rédiger une dernière lettre avant d'être embarqués dès 8 h du matin suivant pour rejoindre le peloton d'exécution qui est situé non loin de la salle paroissiale où a eu lieu le jugement, dans les bois de la Pesreta. Ici, la chaleur est étouffante. Une foule d'une 50aine de personnes est présente et l'on attache 5 miliciens autour de poteaux côte à côte que l'on fusille ensuite avant d'aller chercher les condamnés suivants. On observe que ces derniers meurent dignement face aux tireurs. Avant de mourir, les miliciens n'éprouvent généralement pas de regrets. En témoignent les lettres qu'ils ont laissées. Ils sont convaincus jusqu'au bout d'avoir été dans leur bon droit et beaucoup crient leur dévotion à l'égard de Dieu et de la Révolution nationale avant d'être fusillés. Vive la France! Vive le Christ roi! Que faire de ces corps? Beaucoup de familles n'ont pas voulu les récupérer sur le moment, craignant des représailles dans leur village. C'est alors que voit le jour ce cimetière, situé non loin du lieu où ils ont été exécutés. Il devait être provisoire, et encore aujourd'hui, il n'a aucune existence légale. Mais avec le temps, beaucoup de familles sont mortes ou ont voulu reconstruire leur vie, loin de ce passé douloureux. De telle sorte que des dizaines de corps s'y trouvent encore et que le cimetière a bien l'air d'être devenu définitif. Pourtant, les préfets relancent régulièrement les descendants, mais outre les raisons que j'ai déjà évoquées, certains ne veulent pas récupérer le corps de leurs ancêtres par conviction politique, considérant qu'il faut honorer les miliciens à travers l'existence de ce cimetière qui ont, selon eux, exercé leur devoir sous l'occupation. L'histoire est encore plus sombre, car ce cimetière serait devenu un lieu de pèlerinage pour des membres de l'ultra-droite qui viendraient s'y recueillir chaque fin de mois d'août. Mais l'histoire de ce cimetière ne s'arrête pas là. L'existence de ce cimetière est un argument de poids majeur pour les tentatives de révisionnisme. Le révisionnisme qui est, je le rappelle, l'utilisation de l'histoire à des fins politiques qui peuvent être parfois très contestables. Dès la fin de la guerre, des personnes dénoncent l'issue de ce procès qu'ils appellent la tragédie du Grand Bornand et qu'ils assimilent à une exécution sommaire. La réaction de la presse résistance fut vive. Mais avec le temps, les tentatives de révisionnisme prennent de l'ampleur, sont moins démontées et s'appuient sur de nouveaux arguments. Comme par exemple le fait que Jean Commet, celui qui s'est chargé d'organiser le procès, ait commandé, la veille du procès, 75 cercueils, ce qui correspond à une personne près au nombre de jugés coupables et donc d'exécutés. Certains trouvent ça louche et dénoncent alors un simulacre de procès, argumentant que finalement, il était décidé d'avance de tuer environ 75 miliciens. Jean Commet se défend de ces accusations, en rappelant que s'il a bien commandé ces cercueils avant le procès, il l'a fait après avoir consulté les procès-verbaux des miliciens, et dans plus de 3/4 d'entre eux, soit 75, on pouvait y lire des aveux formels d'actions menées contre les résistants, soit des crimes qui devaient alors être punis de peine de mort. Au-delà des tensions politiques encore vives des dizaines d'années après le procès, l'existence du cimetière des miliciens est dérangeante pour la municipalité du Grand Bornand. Alors j'avoue que c'est tout de suite moins vendeur que les magnifiques pistes de ski et l'image héroïque de la résistance dans la région. Mais il n'est jamais bon de renier son histoire, surtout dans ses aspects les plus sombres. En effet, le cimetière est aujourd'hui laissé à l'abandon, malgré, il faut le dire, une repeinte des croix blanches il y a quelques années et un entretien plutôt régulier des familles descendantes. Et on fait tout pour le cacher, car il n'est pas référencé et qu'aucune indication n'est donnée aux visiteurs
pour leur expliquer l'origine de ces lieux, ce que regrette Michel Germain. Moi, je demande simplement une plaque. Alors, le maire du Grand Bornand, lui, il a son idée, c'est de dire « Ah, mais il ne faut pas qu'on fasse ça, parce qu'après, ça va faire un pèlerinage. » Ça fait 70 ans que c'est un pèlerinage pour l'extrême droite française. Alors, soyons honnêtes, appelons un chat, on met un panneau simple. Hein, ici repose X, je ne sais pas combien il y en a maintenant, 22, 23 miliciens, condamnés à mort par le tribunal du 24 août 1944. Et puis voilà, c'est tout. Voilà pourquoi très souvent, des promeneurs s'arrêtent devant ce semblant de nécropole résistante et se recueillent à la mémoire des résistants, sans se douter aucun instant qu'ils honorent en fait la mémoire des bourreaux des résistants, des miliciens reposant dans ce cimetière. Pour en savoir plus sur cette histoire, je vous conseille la lecture du livre de Michel Germain, La vérité vraie sur le procès de la milice, qui est sorti il y a quelques années, ainsi que le visionnage du documentaire de 2 fois 1h30, je sais que c'est un peu long mais ça vaut le détour, de Denis Chegaray, Haute-Savoie 1944. Alors c'est un film en noir et blanc des années 90 qui interroge beaucoup d'acteurs présents lors de ce procès, donc il est très intéressant, très riche et qui est de nouveau dispo sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires savoisiennes. Harvey!